Merci de nous faire confiance. Les rapports entre l'Occident et les dirigeants de la République démocratique du Congo n'ont jamais été francs et pour preuve, les pressions extérieures actuelles sur Kinshasa sont similaires à celles justement exercées il y a environ 20 ans sur le feu maréchal Mobutu Sese Seko à l'époque du Zaïre. Exactement le même spectacle pour un jeu bien connu avec un semblant des soucis pour la recherche du bonheur du peuple congolais. Et la méthode n'a pas apparemment changé. L'Occident utilise encore des fils et filles du Congo pour se débarrasser des dirigeants qu'on semble n'est pas maîtrisé davantage. Et pour y arriver, plusieurs cartes sont sur la table de grandes puissances ou des cercles restreints afin d'arriver à un seul résultat très très loin justement du pays et même du bonheur du peuple congolais. Pour vous en convaincre, nous vous proposons justement l'interview que le feu Mobutu avait accordée en son temps à la presse étrangère. Les questions et leurs réponses, vous allez suivre, ça va vous étonner. Où en sommes-nous là? D'abord, cette interview. C'est possible. L'échéance du 4 décembre. Oui. Au 4 décembre, normalement, dans le système ancien, Oui. je dirais, votre dernier mandat venait à expiration, le 4 décembre prochain. Oui. Est-ce que ça ne peut pas être l'occasion pour vous, précisément, de vous adresser à la nation et de dire que pour le bien supérieur du pays, vous vous retirez? Je peux le faire si ça vient de moi, mais pas sous la dictée de qui que ce soit, comme vous le faites, comme vous me le proposez. Vous y avez songé. Parlons d'abord du 4 décembre, qui vous semble une date fatidique. Non. Non. Il s'agit, pendant la transition que nous traversons, d'une constitution de la Deuxième République, bien entendu, mais révisée. Entendons-nous bien. Et on annexe à cette constitution révisée, vous avez les dispositions transitoires, qui, en leur article 4, stipulent que le chef de l'État, en fonction, reste en fonction jusqu'à l'élection de son successeur. C'est clair. Vous connaissez cette disposition transitoire. Bien annexée à la sûr, mais c'est Constitution. peut-être pas tout à fait le moment de faire du juridisme. Il y a aussi un problème de confiance Je ne fais politique. pas du juridisme. La confiance est un facteur très important dont il faut tenir compte. Et ce facteur ne peut intervenir que lorsqu'on ira devant les électeurs. Ce n'est pas à moi ni à vous de prédire ce qui va arriver. Voilà. Donc, le paradoxe étonnant quand même de ce processus de démocratisation qui est en cours, c'est que ça prolonge votre présidence d'une manière indéfinie. Mais ce n'est pas à cause de moi. S'il s'agissait que de moi, on serait déjà loin. Loin, 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 loin. Ces dernières semaines, vous avez subi des pressions énormes du côté de Français, Belges, États-Unis pour quitter la présidence? Écoutez, mon cher ami, j'ai ma conception de l'indépendance et de la souveraineté d'un pays. Et dans les termes de mon serment constitutionnel, vous trouvez ces deux mots. Mais on en revient au début de... Et voilà, donc nous avons choisi l'essentiel. Je vous présente les compatriotes avec lesquels on aborde, on décrypte cette partie de l'histoire, cette part de l'histoire. Flavien Massounda, vous êtes historien de la politique, bienvenue. Et puis Freddy Moulumba, politologue et journaliste, et Michel Kitoko, politologue. Et également, vous êtes leader du Club des Patriotes congolais. Je commence par l'historien ou l'historien de la politique. Flavien Massounda, l'histoire se répète-t-elle? Ça se passe... la date fatidique à cette période, c'était le 4 décembre.
Comment comprenez-vous cette interview? Merci, M. Fabien. Merci pour l'invitation sur votre plateau. C'est toujours un honneur et un bonheur que de venir sur votre plateau. Je pense qu'effectivement, quand on suit l'élément qui vient d'être projeté là, l'histoire se répète. L'histoire se répète parce que les mêmes pressions subies par le maréchal à cette époque-là, avec la date fatidique qu'on a évoquée du 4 décembre, semblent être la même aujourd'hui. Les mêmes pressions subies par le président Joseph Kabila et la classe politique. Mais moi, à mon humble avis, l'intérêt de l'histoire, ce n'est pas de relater les faits comme ça s'est passé. L'intérêt de l'histoire, c'est plutôt de tirer les leçons. De tirer les leçons de ce qui s'est passé, pourquoi ça se répète, pourquoi nous retombons dans les mêmes travers, pourquoi on n'arrive pas, enfin quand je dis on n'arrive pas, pourquoi la classe politique, l'élite politique congolaise n'arrive pas à tirer les leçons de ce qui s'est passé et retombe dans les mêmes travers. À mon humble avis, c'est ça la question. Et donc je dirais que le maréchal, d'abord, dans un premier temps, a péché pour être resté longtemps, trop longtemps au pouvoir. Et si je peux me permettre, je pourrais subdiviser la période du maréchal en 3 tranches. La première, à sa prise de pouvoir en 65, jusqu'à éventuellement 71-72, au moment de la zérénisation. À ce moment-là, le maréchal a avec lui la population. Rappelez-vous, toutes les décisions qu'il a prises, qui se sont avérées être des erreurs après, mais c'était porté par la population. Quand il lance, déjà en 65, quand il fait le coup d'État, 2 jours après, c'est le Parlement qui soutient ce coup de force. Alors, les étudiants le proclament même, le premier étudiant du Congo, hein, à l'Ovanium là. Et au niveau interne, toute la population a soutenu en fait ce coup d'État là. Pourquoi ? Parce que 5 ans durant, il y avait des querelles byzantines au niveau de la classe politique, ce qui fait qu'à mon humble avis, les gens étaient fatigués de querelles et voulaient remettre de l'ordre. Il a semblé remettre de l'ordre et pendant ces, on va dire, ces 5-6 premières années, bénéficiant du cours avantageux des matières premières, notamment le cuivre, et certains avantages qu'on lui a octroyés au niveau de la Banque mondiale et du FMI, il a relancé l'économie. À cette période-là, nous pouvons enregistrer la création de la Saucire, la création de l'usine de montage d'automobiles à Njili, la sidérurgie de Maluku, il a lancé les travaux du barrage d'Inga, et tout ça, c'était porté par la population. Alors, arrivent les décisions de aérianisation, de recours à l'authenticité. Tout ça a encore été porté parce qu'effectivement, à ce moment-là, il y avait cette symbiose entre la population et les dirigeants et l'élite politique, notamment le maréchal. Pourquoi? Parce qu'à mon humble avis, il a su porter les grandes aspirations de la population. C'est-à-dire, les gens, à ce moment-là, voulaient mettre un terme réellement à la colonisation, voulait mettre un terme réellement à cette dépendance de notre pays vis-à-vis de l'Occident, vis-à-vis de ce qu'on a appelé à cette époque-là l'impérialisme, et les gens voulaient profiter des richesses du pays. Et quand arrive la zairianisation, ça rejoint un peu ce qu'on peut appeler en anthropologie le chef qui possède et qui redistribue. Ça, c'est dans nos traditions à nous, africaines. Le chef doit posséder pour redistribuer. Alors, ça c'est au niveau d'un État moderne, on ne peut pas posséder toute la richesse d'un pays. Mais en fait, quand on est président, on préside, on coordonne, on organise la redistribution des richesses nationales. Et je pense que c'était perçu de cette manière-là, la réalisation. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'après la deuxième tranche, 72 jusqu'à 80, il y a eu un basculement vers un autoritarisme. Et je pense que c'est là qu'a commencé les déboires du pays. Et au lieu d'être celui qui préside, qui dirige, qui organise, qui redistribue les richesses nationales, il s'est approprié ces richesses, il s'est approprié l'État, il est devenu une sorte de Léopold II en fait. Voilà, on va revenir à vous, merci pour ce rappel historique très très important. Freddy Mulumba, vous semblez rester de marbre dans la défense de la patrie et
dans votre rôle d'éveilleur de conscience, vous dites que c'est la patrie qui est en danger, au-delà de la lutte contre les personnalités dans ce pays, surtout quelques dirigeants. Alors, comment vous avez analysé cette interview? Même méthode, même approche? Pourquoi l'histoire? Est-ce qu'elle se répète? Pourquoi se répète-t-elle? Je pense que ce que le maréchal a dit se répète aujourd'hui. Je pense qu'il faut que les Africains comprennent, les Congolais en particulier. Quand vous travaillez pour ces gens, hein, ils sont d'accord avec vous. Quand vous dites non, hein, ces jours-là, ces gens-là, ils viennent contre vous. C'est ce qui se passe avec le maréchal. À un moment donné, c'est quelqu'un qui a pris conscience. Il dit, il faut arrêter la manière dont les Occidentaux nous traitent. Il y a eu d'abord le recours à l'authenticité. Il a fait un travail énorme sur la prise de conscience des Congolais. Mais je pense que la direction a fait, c'est que les Belges n'étaient pas contents parce que dans leur imaginaire, il fallait continuer à dominer les Congolais, à les piller. Donc nous, là, donc les Noirs en particulier ne valaient pas la peine. Maréchal a simplement donné un peu une certaine dignité. Ça n'a pas plu aux autres. Mais vers la fin de sa vie, il savait que Maréchal était malade. Il le savait. Dans leur calcul, leur stratégie, comment les remplacer par un client? Là, le maréchal a dit, niet, je ne pourrais pas trahir le pays. Il voulait que les choses se passent, que les Congolais parviennent à décider eux-mêmes. Résultat, on a fomenté la guerre à l'Est. On était pendant une transition. On a fomenté la guerre. Et le maréchal, vous voyez la disposition constitutionnelle à l'époque de la Deuxième République, c'était vraiment similaire. Elle était similaire à celle de la Constitution actuelle. Oui, mais au-delà justement du mandat. Ce qu'il faut pas ignorer. Le président reste en fonction jusqu'à l'installation d'un nouvel élu. Rien du tout, parce qu'ils ont une autre vision. Dans leur imaginaire, le Congo, c'est leur plate-bande. Ceux qui vivent n'ont aucune valeur. Il faut le dire très clairement. S'ils l'ont fait à Maréchal, je pense qu'ils l'ont fait à Mzé. Aujourd'hui, ils veulent le faire. Parce que ce sont les mêmes acteurs. Prenez notre classe politique. Depuis 60, les mêmes acteurs reviennent toujours. Ce qui s'est passé pendant la conférence souveraine, s'est passé à Sun City, se passe aujourd'hui. Les mêmes méthodes. Ça signifie quoi? La difficulté ici, c'est notre classe politique est médiocre et inconsciente. Une classe politique aliénée qu'il faut changer. Je pense que nous sommes entrés dans une autre phase, celle de libérer le Congo. Nous devons nous préparer à nous battre. Il faut se préparer, parce que les Occidentaux, ils ont un calcul. Ils peuvent faire pendant 20 ans, 30 ans. Ils vous disent, si ce plan ne réussit pas, on part notre plan. Mais si vous êtes chez nous, à Kinshasa, vous ne pensez en termes de démocratie, développement, bonne gouvernance, vous êtes perdus. Donc nous devons nous préparer déjà à nous battre. Parce que si nous nous battons aujourd'hui... Vous battre avec ceux qui sont plus forts que vous. Mais ils ne sont pas plus forts, mon frère. Castro vient de mourir. Est-ce que vous en avez les moyens? Mon cher ami, Castro, tu vois Castro? Fidèle. Fidèle a battu Batista, qui était soutenu par l'Amérique avec tous les moyens possibles, toutes les armes militaires. Fidel Castro a battu les Américains avec sa vie sud-africain en Angola. C'est question d'avoir la volonté de savoir pourquoi on se bat. La difficulté ici, j'ai dit, nous avons des élites aliénées, arriérées, complexées. Et ce sont ces élites-là qui font la politique aujourd'hui. Si nous voulons que ça change demain, que l'histoire ne se répète pas, même par décret, il faut changer la classe politique. Michel Kitoko, Bofredi dit qu'il faut se battre. Oui, se battre avec des gens qui sont plus forts, qui ont assez de moyens, qui sont outillés dans la déstabilisation. Ils sont passés en Syrie, ils sont, même s'ils ont d'autres couleurs, ils sont passés en Libye, ils sont passés en Irak. Vous voyez ce qui s'est passé aussi en Côte d'Ivoire. Ce qu'il faut se battre, c'est la grande leçon qu'il faut tirer, renouveler la classe politique congolaise. Oui, quelque part. Avec un regard sur cette vidéo, le contenu, les questions, les pressions sur le feu maréchal pour démissionner avant le 4 décembre. Justement, je me rappelle encore, on était encore jeunes étudiants ici dans ce pays, la problématique du 4. Et puis, je me rappelle encore mais que finalement, le maréchal Mobutu est resté en fonction à cette période-là. Et vers le décembre jusqu'à janvier
93, il y avait Mobutu qui était là en fonction, en train de nommer le Premier ministre issu de l'opposition. Vous voyez? Donc ça, c'était la problématique de la volonté de ce qu'on vient de se passer aujourd'hui avec l'accord de l'Union africaine, et qui tend que souvent les opposants, face à un problème pareil, deux fois soutenu par la classe du système occidental, et poussé à bout pour fomenter des coups auprès des chefs existants, c'est comme ça qu'ils opèrent. Donc c'est comme ça que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Alors, à ce qui concerne ce que nous sommes en train de traverser maintenant, c'est que nous savons que beaucoup de gens ont appelé à la date fatidique qui est la date du 19 et du 20, et vous allez voir que les mêmes acteurs finiront par constater que le président de la République reste en fonction. Ils vont essayer de travailler pour avoir des postes ici et là. C'est toujours comme ça. Mais la pression occidentale... Le même décor. Oui, le même décor. Même décor, même scène. Justement. Avec la même classe, vous l'avez souligné. C'est pour que... Moi, je dis simplement que... Pourquoi ainsi, chez nous, ça arrive de cette manière? Non, mais au moins... Il y a une histoire qui se répète comme si on n'y prenait jamais garde, comme si on n'était jamais attentif. Non, mais parce que l'Occident considère qu'ils ont un pays. Le Belge considère qu'ils ont un pays qui s'appelle la RDC. Et non pas les Congolais qui doivent considérer qu'ils ont un pays qui est le Congo. C'est ça la différence. Le Belge considère qu'ils ont un pays qui s'appelle la RDC. C'est leur bien. Alors ils doivent décider du sort de... Ils considèrent le président de la République démocratique du Congo comme les gérants, à qui ils ont donné un mandat pour gérer. Si ça ne passe pas comme ils le veulent, il faut les changer. C'est comme ça leur mentalité. Alors, Mobutu, une fois, lorsqu'il a travaillé avec ce système occidental, il ne s'est pas rendu compte qu'il jouait aussi avec le feu. Ils l'ont amené à être le dictateur le plus atroce, soutenu par le système occidental. Et voilà, Mobutu, à un moment donné, il a considéré que lui aussi, il a un pays. Et non pas le peuple qui avait un pays et qui avait un dirigeant. Donc, au lieu que le peuple congolais considère qu'ils ont un président, et là, c'était l'inverse, c'est Mobutu qui considère qu'il avait un pays qui s'appelle le Zaïre. Il est parti avec son pays, il est parti avec le Zaïre. Mais le territoire congolais est resté intact, le peuple congolais est resté là, mais vaqué à ses occupations, un autre dirigeant arrive. Cette fois-ci, nous avons eu la chance d'élire un dirigeant, président de la République, à qui le peuple considère qu'ils ont donné un mandat. Là, il y a une différence. Le peuple considère que nous avons un président de la République, et non pas le président qui considère que j'ai un pays. Ce qui s'est passé il y a environ 20 ans, oui, ça se passe maintenant. Après, et vous voyez, c'est pratiquement vers les mêmes mois, et vous voyez la pression a la même couleur, même approche. Pourquoi vous ne démissionnez pas? Pourquoi vous ne pouvez pas partir avant cette date? Pourquoi vous êtes comme ça? Oui, monsieur Flavien Massouda. Oui, merci beaucoup. C'est curieux quand même. Oui, c'est curieux que ça se répète de la même manière en fait. Moi, à mon humble avis, vous savez que notre pays en tant que tel existe depuis la conférence de Berlin, 1885. Et à ce moment-là, après cette conférence, notre pays a pris donc l'existence en tant qu'État, mais comme un bien privé, un bien particulier au roi des Belges, Léopold II. Donc nous étions un bien privé de Léopold II, donc de la conférence de Berlin jusqu'en 1908. Après, on devient un bien privé de la Belgique, Congo-Belge, jusqu'en 60. Et nos élites de l'indépendance ont pris conscience de cela. Ils ont mobilisé nos populations pour conquérir l'indépendance, ce qui est arrivé le 30 juin 60. Donc, à partir du 30 juin 60, nous devenons un État à part entière. Autrement dit, puisque nous avons la chance que nos compatriotes nous suivent, il faut qu'ils comprennent aussi. Autrement dit, au 30 juin 60, nous entrons dans l'arène, comme État, comme tout le monde. Donc, donc voilà, c'est un peu ça. Donc au 30 juin 60, nous entrons dans l'arène comme État, dans le concert des nations. Alors maintenant, l'impérialisme, les pressions des Occidentaux sur nous, la convoitise, la mainmise, la stratégie de la déstabilisation de notre pays, ça fait partie des relations internationales, à mon humble avis. Hein. Ça a toujours existé, pas seulement avec le Congo, mais vous avez cité l'Irak, vous avez cité l'Iran, le Koweït, la Libye, la Syrie, etc. Même avant, en Occident, quand Hitler prend le pouvoir
il lutte pour ce qu'il appelait l'espace vital du peuple arien, du peuple supérieur. C'est la même chose. C'est l'impérialisme, c'est l'espace vital. Alors, si nous allons dans les sciences biologiques, on peut dire, voilà, l'espèce le plus fort survit, le plus faible disparaît. Donc, nous entrons dans la compétition, en fait. Maintenant, c'est à nous de savoir, au lieu de pleurnicher, c'est vrai que Freddy appelle, il faut se battre. Il faut se battre. Au 30 juin 60... Mais se battre au niveau de l'intelligentsia, voilà. À l'indépendance, nous étions jeunes. Stratégiques arrêtées, mais pas avec les biceps ou les armes, parce que là, ils vont nous vaincre. C'est là que, justement, à mon humble avis, l'élite congolaise est appelée à travailler son intellect pour développer les moyens de nager dans cette arène ou dans cette piscine où il y a des crocodiles, des requins, tout ce que vous voulez. Donc, nous devons arriver à cela. Dans d'autres pays, en France, aux États-Unis, etc., il y a même des gens qui ne font pas la politique ouverte, mais qui sont là pour réfléchir sur le devenir du pays. Ce qu'on appelle les cercles de la crème. La crème au niveau de l'intelligentsia et également la crème à tous les niveaux, par exemple, de la politique, de la science. Et la politique se traduit par des aspirations populaires, en fait, qui sont portées par l'élite. Je donne un exemple. Aujourd'hui, par exemple, malheureusement, il y a une rupture, à mon avis, il y a une rupture entre l'élite et la population. Il faut qu'il y ait cette symbiose-là. Ce qui ferait qu'aujourd'hui, si par exemple, il est établi, tout le monde le sait aujourd'hui, que la déstabilisation du Congo au 30 juin 60 est le fait de la Belgique, au-delà de la communauté internationale. D'abord la Belgique. L'assassinat de Patrice Lumumba, c'est encore la Belgique. Aujourd'hui, à mon humble avis, l'élite politique devrait porter cette affaire comme un contentieux entre la Belgique et demander des indemnités. Par exemple, c'est une situation qui ferait, qui fédérerait tout le monde autour de ce thème-là. Par exemple, au moment de la Deuxième Guerre mondiale, notre pays a contribué de manière capitale pour la victoire des Alliés, en apportant notamment l'uranium qui a servi à fabriquer la première bombe atomique. Et donc, le Congo a quand même contribué de manière considérable à la victoire des Alliés pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, pourquoi ne pas réclamer des indemnités par rapport à cela? Si Israël a réussi à faire ça vis-à-vis de l'Allemagne ou de l'Occident, pourquoi pas nous? Vous n'êtes pas défenseur. Alors, mais maintenant, pour réussir, vous êtes il faut qu'on soit porté par la population. Les Congolais. Je reviens à vous, Freddy Mulumba. Flavien Massounda vous rejoint. Dans l'approche que vous avez prônée tout à l'heure, il faut se battre. Non pas avec les armes et munitions ou encore des biceps, mais il faut se battre avec la tête. Vous êtes dispersés. Vous êtes rares qui passez dans les médias pour parler de cette manière. Vous êtes une élite déconnectée du peuple, une élite des jouisseurs, et une élite, il n'y a pas d'initiative, il n'y a pas de cercle, même au plus haut niveau de la politique. Des gens qui réfléchissent loin des caméras pour penser stratégie intelligentsia en faveur de la nation. Vous aimez bien la culture de la cueillette. Comment on va y arriver au moment où dans les grandes capitales en Occident, on parle déjà, on dit le deuil national au Congo-Kinshasa, ça nous coûterait pas cher. Oui, Fabien, tu vois, je pense, si vous suivez régulièrement les informations sur le processus électoral, processus un peu démocratique chez nous, vous avez vu que pendant un temps, c'était ce qu'on appelle le rassemblement, qui fait déclaration, les 20 c'est fini, les 19 c'est les chaos. Sans attaquer les personnes. Non, il n'y a pas de rassemblement, on n'attaque personne. Oui. De toute façon, notre pays, on n'a pas porté des gants. On s'en fout. Rassemblement, tenez ce discours. Si on arrive au 19, c'est les chaos. Si on n'a pas, on ne négocie pas, c'est les chaos. Regardez, Seigneur temps, prenez les communiqués des ambassades, les communiqués de nos amis occidentaux, qui parlent maintenant. Ce ne sont plus des Congolais, c'est eux. Donc les masques sont tombés. Je pense que pour ceux qui savent lire l'histoire et tirer des leçons, l'Occident, depuis l'esclavage, la traite négrière, la colonisation, considère l'Afrique et le Congo comme leurs plates-bandes. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. C'est un fait. Quand vous avez un peuple lucide, rigoureux, qui est conscient, qui a le sens de l'histoire, il tire des leçons en disant ça ne doit plus se répéter. Mais quand il vient à Kinshasa, nous avons une élite des jouisseurs
des gens qui aiment la vie facile. Oui, bon, le tableau, il est celui-là. Je vous demande comment se battre au lieu de se plaindre. J'arrive. Oui. Parce qu'il faut d'abord faire... Les communiqués, on est en train de lire. Non, il faut faire Après les Belges, les Américains demandent à leurs ressortissants de partir. Non, j'ai dit ceci. Le décor est tel qu'il est là, il faut faire les constats, terreur. parce que nous parlons à la population, il faut qu'ils comprennent. Le constat est là. Que faire maintenant? Donc, des choses. D'abord, les médias. Ces politiques existent quand les médias font les relais. Mais quand vous avez des médias médiocres, comme nous avons à Kinshasa aujourd'hui, où on passe dans nos télévisions des danses et des prières, il n'y a pas d'avenir. Donc, il faut vite réformer, je dirais, un peu les médias. Vous n'allez pas interdire les gens dit, de prier, c'est leur droit. Oui. Ouais. Il y a quand même des télévisions de prières. Ça, c'est normal. Mais je ne pense pas que chez vous, faites encore la prière. S'il y a beaucoup de télévisions qui informent, qui forment la population, le peuple prend conscience. Donc, il faut réformer l'espace médiatique et former les journalistes. Nous n'avons pas un background historique, et de deux, on ne comprend pas comment la géopolitique internationale fonctionne. Nous pensons que nos querelles ici peuvent résoudre les problèmes. Il y a des mutations internationales, tout bouge. Ceux qui étaient forts ne sont plus. L'Occident, c'est fini. Alors ici à Kinshasa, nous allons coopérer l'Occident. C'est terminé. Mais dans ce bouleversement, on ne sait pas, on est dans l'incertitude. Donc, il faut se préparer à se battre. De deux, mais il faudrait maintenant avoir des élites. Est-ce qu'on a une classe politique? On a une élite consciente ici? Il n'y en a pas. Je m'excuse d'être très dur. Ce sont des jouisseurs. Des gens qui passent tout le temps dans des bars en train de boire et manger. Et de danser. Ils ne pensent pas à l'avenir. Donc, il y a ce qu'on peut appeler un déficit idéologique. Il faut former les gens sur le plan idéologique. Moussel le disait ici, on a tendance à oublier. Moussel le disait, la guerre sera longue et populaire. Est-ce que l'élite congolaise, l'élite politique a pris conscience? Tu vois, quand il s'agit d'augmenter leur salaire, ils sont contents. Même si les acteurs ne sont pas payés, ça ne dit rien. Donc, le problème ici, moi j'ai dit, réformer l'espace médiatique. Et deuxième élément, changer la classe politique. On n'a pas d'autre choix. Et se préparer à se battre. Parce que l'Occident est en faillite et n'a plus d'argent. L'Occident n'a rien du tout. Vous voyez les images en Europe, c'est la misère. Quand quelqu'un a faim, il fait quoi? Il va chercher là où il y a à manger. Et quand vous n'êtes pas capable de protéger vos richesses, on les prend gratuitement. Donc on ne pleure plus. Il faut, sur le plan intellectuel, mental, se préparer à se battre. Vous savez avoir une armée, parce que c'est bien de parler. Mais si vous n'avez pas une armée, vous ne tenez pas debout. L'exemple, on dit l'exemple vient d'en haut. Il n'y a pas de mauvaises troupes. Il n'y a que de mauvais chefs. De telles initiatives, les fragments, vous en avez. Mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas pensé en amont, réunir la crème dans tous les domaines et commencer à doper le peuple avec ça? Parce que le peuple est conditionné. Michel Kitoko, présentement, comme les latinistes disent, ce n'est pas maintenant que vous allez balayer toute la classe politique, ce n'est pas maintenant que vous allez renvoyer tous les aînés, tous ces vieux à la retraite de manière forcée. Ce n'est pas maintenant que vous allez changer toutes les stratégies de la CIA et des services secrets belges et même français. Ce n'est pas maintenant, en un jour. Qu'est-ce qu'il faut faire? Iket nunc. Nous sommes dans l'immédiat. Oui, dans l'immédiat et je dirais même dans l'absolu actuel, il va falloir que ceux qui pensent, qui ont une autre vision de la République avec le chef, ils doivent quand même se mettre main dans la main pour essayer de redresser un certain nombre de choses. Freddy, il a raison. Pourquoi je dis ça? Parce que nous n'avons pas la même perception de la République. Moi, ma perception de la République, c'est quoi? Je suis dans ce pays parce que mes aïeux ont payé un prix fort. Et je n'ai pas le droit de cracher sur la mémoire de mes aïeux, la mémoire de mes parents qui ont accepté les sacrifices suprêmes pour que je sois réellement indépendant et souverain. C'est plus qu'une malédiction lorsque je vais huer ou cracher sur leur mémoire. Et je dois savoir le bourreau de mes aïeux. Nous avons perdu 500 000 personnes pour la sécession du Katanga. Et 500 000 personnes sont 500 000 Congolais à l'époque. Ce sont des patriotes et des nationalistes qui voulaient racoler le morceau pour que le Congo soit réellement uni. Nous devons enseigner ça à nos enfants. Lumumba, dans son discours de 1960, il a dit
ce que fut notre sort à 80 ans du régime colonialiste, nos blessures sont trop fraîches et trop douloureuses encore pour que nous puissions les chasser de notre mémoire. Cette phrase retentit toujours dans ma mémoire et je dois connaître qui a fait que notre sort soit de cette manière-là. Donc ils se sont battus, ils nous ont légué ce pays au prix du sang. Alors vous comprenez que ceux qui pensent aujourd'hui que le bonheur viendra de l'Occident, nous n'avons pas la même perception des choses. Moi, ma perception des choses de la République, c'est tenir compte du passé de notre République, redresser un certain nombre de choses et léguer à nos enfants de la même manière que nos parents nous ont légué, nous allons léguer à nos enfants ce pays intact avec un combat déterminé pour que la République soit réellement notre République et non pas la République de la Belgique. Donc, à cela, au niveau de la perception de la République, les chefs de l'État, ils doivent savoir s'entourer avec de vrais patriotes, lesquels ils vont essayer de redresser un certain nombre de choses. Ce n'est que de cette manière-là. Sinon, les élites de soi-disant des juifs, ce sont des gens qui composent avec le système occidental, avec le bourreau en même temps, ce qui est anormal et indécent, amoral et immoral en même temps, c'est que la Belgique qui a, après avoir causé du tort dans ce pays, la même Belgique qui a voulu chasser, implanter Mobutu avec sa dictature, mais à la fin, Mobutu s'est vu non seulement avec la Belgique, mais avec Bill Richardson qui est venu dans ce pays pour lui demander de quitter, sinon son corps allait traîner dans la rue. Ce rôle de Bill Richardson aujourd'hui est exactement joué par Thomas Perriello, qui entre Kinshasa et Washington et Paris et qui même Kigali et qui impose des choses, qui dit des choses ouvertement sans porter des gants, vous le savez. Bill Richardson, c'est là. Justement, et l'histoire est en train de se répéter. Et moi, à cela, je dis, conscient du passé de mon pays, conscient de ce que je suis et de ce que je représente pour mon pays en termes de connaissance de la réalité, au point où je dois prendre conscience de ce que je suis réellement, Perriello, Bill Richardson ou tout autre qui viendra pour Donald Trump ne va pas me vaincre dans mon pays, tout simplement parce que je suis vacciné. Vacciné mentalement, en sachant que ce pays, c'est le pays qui m'a été légué au prix fort et je n'ai pas le droit de le vendre. Flavien Massounda, Mobutu a servi l'Occident, un élément important pendant la guerre froide. Il a été reçu, il était reçu à la Maison Blanche comme un roi de l'Afrique. Ses propres enfants ont séjourné dans la maison dans la famille Bush. Et on connaît bien l'histoire. Et c'est parmi les personnalités africaines reçues dans les messes des officiers de l'armée américaine. Ce n'était pas n'importe qui. Et regardez comment il est traité. Vous avez vu cette interview. Les journalistes à l'étranger, on connaît même le rôle de Colette Brackman. Ce ne sont pas de gens qui se limitent à ce seul rôle d'informer et déformer. Alors, à ce stade, est-ce que la situation est-elle la même? Quelle attitude prendre à l'immédiat? Alors, à mon avis, à ce stade, puisque vous parlez de Inketunuf, donc ici et maintenant, la situation est quasi la même. La situation est quasi la même. Mais il n'y a aucun intérêt pour nous, à mon avis, de ressasser les mêmes faits. Ah, voilà, de comparer, voilà, ça s'est passé comme ça, maintenant c'est comme ça, il n'y a aucun intérêt. À mon avis, puisque nous sommes conscients que la situation se répète quasiment à l'identique, maintenant qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on n'a pas pu faire à ce moment-là quand c'était le maréchal et qu'il faut faire maintenant? Donc moi je crois qu'il faut arrêter, nous devons arrêter de donner l'image du petit nègre bon enfant qui se complaît d'être reçu à la Maison-Blanche, d'être reçu à l'Élysée, avec tapis rouge, tout ça, etc. Ça n'a aucun intérêt, à mon avis. Le plus important, c'est d'avoir l'adhésion de la population. Je ne vois aucun président, aucun État qui a l'adhésion de la population et qui se fait manipuler ou discréditer par les puissances occidentales. Il n'y en a pas. Regardez même la Syrie. La Syrie, bon, certains qualifient Hafez el-Assad, Bachar et je ne sais pas quoi, comment ça s'appelle, de dictateur de tous les maux d'Israël. Mais une partie de la population est avec lui. Donc, on a du mal à l'évincer. Bon, ça, ce n'est qu'un exemple. Alors, aujourd'hui, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? À mon avis, le plus important, je l'ai dit, au 30 juin 60, nous sommes un État qui entre dans la scène pour jouer avec les autres.
avec les mêmes règles, les mêmes principes. C'est-à-dire, il y a l'impérialisme, il y a des crocs en jambes, il y a tout ça. Alors, à ce moment-là, l'Occident agissait ouvertement. C'est-à-dire, il faut monter des coups d'État, il faut monter des coups montés, il envoyait des mercenaires, etc. Ouvertement. On a vu des Bob Denard ici dans ce pays-là. Ouvertement. Aujourd'hui, c'est la même stratégie, mais ils ont changé de méthode. C'est plus les mercenaires, c'est plus on soulève, voilà. Maintenant, c'est la haute finance. Maintenant, c'est la haute finance qui joue. Maintenant, c'est les règles internationales de diplomatie qui sont tordues. Et nous devons savoir jouer là-dedans. Puisque nous avons l'argent, notre pays est potentiellement riche. Mais qu'est-ce que nous faisons de ces richesses? Mais pour encore que cette riposte tienne, il faut qu'elle soit soutenue par la population. Donc, ici et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? À mon humble avis, il faut faire adhérer la population à ce projet de lutte contre l'impérialisme, contre la manipulation, contre la stratégie de déstabilisation. D'où et donc, il faut des journalistes conscients, patriotes, Freddy l'a dit tout à l'heure, vous êtes en train de le rejoindre en classe. Non, c'est le bal des chauves. Hein. Celui qui est mauvais, il va s'éliminer de lui-même. Mais moi, je pense que ce qu'il faut faire maintenant, c'est d'abord la symbolique. Frapper dans les symboles pour faire adhérer la population. Je donne un exemple. Mon frère Kitoko a dit, voilà, dans les années précédentes, années 60, etc., les mêmes ont fait du tort au pays, il y a eu 500 000 morts au Katanga, etc., etc. Mais même symboliquement, est-ce qu'on ne peut pas identifier ces gens qui ont fait du tort au pays et les punir? Au moins. Vous allez les punir par quelle justice? Mais vous savez qu'il existe des condamnations à titre, comment on appelle ça, à titre posthume, ou même de manière, voilà, simplement dire, voilà, telle personne a mal fait pour le pays, conséquence de ce que nous vivons aujourd'hui, il est condamné à ceci, même si on l'arrête pas. C'est pas vous qui allez le faire par une justice populaire, il faut que non, mais la justice est là. des magistrats se saisissent des dossiers et fassent leur boulot. C'est pas mais les magistrats, ils sont là. Oui. On peut leur demander de faire ce travail-là. Autre chose, sur le plan économique, il y a eu tellement de crimes économiques dans ce pays. Hein, l'éternelle équation pays riche, scandale géologique, avec une population extrêmement pauvre. Mais nous savons tous que ce n'est pas seulement les Blancs qui ont pillé ce pays, nous-mêmes aussi. Donc commencez déjà par là, dire voilà, tel immeuble, mais il peut nous expliquer comment il a fait pour construire autant. Bon, on va pas le mettre en prison pour ça, mais au moins qu'il paye pour rétablir ne fût-ce que les équilibres psychologiques au niveau de la population. Vous verrez qu'à ce moment-là, vous allez fédérer toute la population, et lorsque vous engagez votre bataille vis-à-vis de l'impérialisme ou de la manipulation occidentale ou de la stratégie de la déstabilisation de l'Occident, vous verrez que vous aurez la population avec vous. Et pour vous évincer, ils auront du mal. Le maréchal, c'était facile de l'évincer. Pourquoi? Parce que dès lors qu'il y a eu rupture entre lui et la population, il était seul. C'était un homme seul que l'Occident pouvait attaquer facilement. Et c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent traiter avec des individus, pas avec les États. Or, si vous êtes là, vous fédérez votre population, je ne pense pas qu'ils auront beaucoup de facilité à vous évincer. Donc je pense qu'il faut aujourd'hui frapper dans la symbolique, déjà, sur le plan économique, sur le plan financier, montrer des exemples qui vont faire bouger la population. Donc il faut vous donnez une opération de séduction, je crois que c'est la dernière parole pour vous, Freddy Mulumba, une opération de séduction de la population par des gestes, des actions, des décisions impopulaires mais courageuses. Moi, je ne pense pas qu'il faut des opérations ici pour que les choses marchent, parce que nous sommes dépendants de la géopolitique internationale. Je viens de vous dire ici que l'Occident est en faillite, c'est terminé. Quand l'Occident a faim, il y a la crise économique. Dans son habitude, il fait des guerres, ça ne dépend pas de vous. La guerre à l'Est. Mais n'oubliez pas que leurs capacités de nuisance sont encore c'est ce que j'ai dit, un peuple qui est debout. Vous avez parlé du cas de Cuba. Le Cuba, avec Fidel Castro, a tenu tête devant l'Amérique. Pendant ce temps, il vient de mourir. Ça ne nous dit rien. Cuba a battu les forces sud-africaines, soutenues par les Américains, en Angola. Quand vous avez un peuple conscient et debout, ils élitent, parce que ceux qui font l'histoire, ce n'est pas la masse, c'est l'élite qui est consciente. Donc notre problème ici, c'est d'abord faire une lecture internationale, des géopolitiques internationales, où sont les véritables ennemis, quels sont les défis qu'il faut relever. Et de là, on peut savoir ce qu'on peut appeler, je peux dire, des contradictions principales. Ce qui est essentiel, c'est quoi? Savoir, maintenant, les Belges roulent pour qui? Ils sont avec qui sont les forces maintenant sur le plan international? Comment on peut jouer dans ce taux de marécage de caillouement? Mais tant qu'on n'a pas cette lecture des enjeux géopolitiques, nous pouvons faire tout ce que nous pouvons faire ici, il n'y aura rien. Donc il faut d'abord faire cette lecture et après avoir des élites qui doivent porter
toutes ces idées pour expliquer à la population. D'où l'importance des élites intellectuelles, d'où l'importance des médias, parce que les médias font l'opinion. Mais quand vous avez les médiathèques que nous avons ici, des gens aliénés, des gens complexés devant surtout les Blancs, et financés par des ONG internationales, il ne faut pas espérer. Donc, on détourne l'attention des Congolais. On va former, on dit que renforcement des capacités, alors que la guerre d'Alès, ça fait 20 ans, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas un véritable débat dans les médias. Michel, votre dernière parole, et c'est en conclusion, il n'y a pas moyen de s'alarmer, il faut se mettre debout. Et l'élite, il y a encore, vous dites que l'espoir est encore permis. Moi, je pense que non seulement que l'histoire se répète, mais que tout est permis pour le moment par l'Occident qui donne tous les coups à ce pays. Mon vœu le plus ardent, c'est que lorsque le président de la République démocratique du Congo actuel, même quand il ne sera pas dans les affaires, le meilleur cadeau qu'il peut offrir à ce peuple congolais, c'est qu'il y ait de vrais patriotes qui vont continuer à travailler pour les plus hauts intérêts de la nation. En dehors de ça, parce qu'il y a eu des gens qui ont fait des prophéties sur le Congo en disant Kabila c'est le dernier président pour ce pays-là. Après ils vont l'éclater, le Congo va disparaître. Alors nous avons un défi à relever au-delà de ça. Il y aura toujours des Congolais qui vont administrer le Congo et les Congolais qui vont administrer des leçons à d'autres peuples pour que l'Afrique reste réellement ce qu'elle est et que le Congo continue vers de l'avant. Nous avons besoin de ce défi-là. Et c'est maintenant qu'il faut former de vrais patriotes dans tous les recoins de la République pour que nous puissions prendre conscience de ce que nous sommes réellement et des leçons, voire même des défis à relever. Merci Michel Kitoko. Flavien Massounda, vous avez votre dernier mot. Vous avez suivi qu'il faut résister. Vous avez suivi qu'il y a encore de l'espoir. Entre-temps, sur Internet, une carte circule, celle de la RDC, à côté de celle de la République unie du Kivu. Voilà, votre dernier mot, l'espoir ou le désespoir? Alors, moi, je suis ni dans l'espoir ni dans le désespoir. Je dis simplement, lorsqu'on a refusé de marcher, il faut courir. Et pour courir, il faut avoir les jambes, il faut avoir les poumons pour le souffle, et il faut avoir la vue pour ne pas trébucher et tomber. Donc voilà, maintenant il faut courir si on veut vraiment sauver le Congo. Alors, pour courir, il faut des gens valides, des vertébrés comme on dit. Nous avons, je me répète encore, nous avons 80, sinon 90% de notre population qui est constituée des jeunes. Des jeunes. Et la jeunesse, c'est une force. La jeunesse, c'est une énergie. La jeunesse, c'est de l'intelligence. La jeunesse, c'est l'avenir. Si on arrive à fédérer cette jeunesse pour les engager dans cette lutte contre la déstabilisation, la stratégie de la déstabilisation, je pense qu'on pourrait déjà commencer à sauver le Congo. Mais pour fédérer cette jeunesse, pour fédérer cette population, il faut de la symbolique. Il faut des décisions courageuses, symboliques, qui donnent de l'espoir, qui donnent de l'espérance à cette population, à cette jeunesse. Voilà, ça commence comme ça, donc nous pouvons y aller. Mais sans cela, sans ce geste symbolique, on va fédérer personne et nous serons toujours seuls comme le maréchal Mobutu. Voilà. Merci, Flavien Massounda. Le Congo de demain, c'est celui que vous voulez aujourd'hui. Vous avez compris que un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort et qu'il y a encore de l'espoir pour ceux qui vivent, pourvu qu'ils prennent la décision la meilleure de se battre de manière noble, parce que l'Occident, ce n'est pas Dieu le Père qui décide, ils sont que des hommes comme vous, ils ont de l'intelligence comme vous. Et voilà, pour ce soir, merci d'être venu. Flavien Massounda, historien de la politique, Freddy Mulumba, politologue et journaliste, et Michel Kitoko, politologue et leader du Club des Patriotes Congolais. Nous allons continuer la réflexion parce qu'il y a encore beaucoup de surprises dans l'histoire qui pourront être à la page. Au revoir. Pour réagir à ce programme, contactez-nous. Télé 50
simplement congolais.